des conclusions. Mais la véritable aposture ne se situe pas dans la conclusion, la véritable aposture se trouve dans la théorie elle-même, c'est-à-dire dans ce que fait la théorie. La théorie n'a rien à voir avec ce que quelqu'un imaginerait être une science au sens habituel. Ce n'est pas une science habituelle, c'est quelque chose qui vous a indiqué comment on doit faire. Dans ce chapitre sur les formes de domination économique, où nous avons déjà envisagé 2 exemples, nous allons changer un petit peu de registre pour passer cette fois-ci au registre dogmatique, doctrinal, c'est-à-dire de la domination économique par l'intermédiaire de la science économique. Et cet épisode, ce 9e épisode, va être consacré au cœur de la doctrine, qu'est la théorie néoclassique, qui s'appelle, d'une manière très générale, le libéralisme constructiviste ou encore néolibéralisme. Et nous allons voir que l'économie est une technocratie, c'est-à-dire qu'elle va essayer de renforcer par ses discours, par ses dogmes, etc., le pouvoir qui déjà s'exerce matériellement ou intellectuellement, mais directement sur l'économie, par la finance, comme nous l'avons vu, ou par l'intermédiaire de cette forme d'économie alternative. Alors, nous allons partir du dernier prix Nobel d'économie. Ce dernier prix Nobel d'économie français, mais le Tyrol en question devrait s'appeler plutôt Tyrol, et bien entendu, c'est quelqu'un qui est d'abord enseignant au MIT, Massachusetts Institute of Technology, mais lié à quelque chose que l'on appelle l'école de Toulouse, et en français, Toulouse School of Economics, la TSE. Donc, comme la plupart des prix de la Banque de Suède, faut bien noter que le fameux prix Nobel d'économie n'est pas un vrai prix Nobel d'économie, mais un prix décerné par les banques, un prix des banques. Donc le prix de la Banque de Suède, ce prix récompense un certain développement doctrinal, un certain développement théorique, qui est à 95% le même, celui de la théorie néoclassique, ce que l'on appelle pour les économistes la science économique tout court. Si vous voulez, la science économique est confondue avec la théorie néoclassique, et la théorie néoclassique est la seule primée par l'intermédiaire de ce prix de la Banque de Suède, etc. Ici, nous allons étudier un cas particulier, bien entendu, de la théorie néoclassique que nous rencontrerons de plusieurs manières, mais jamais en totalité, c'est quasiment impossible. Nous allons la rencontrer dans sa branche qui s'appelle économie publique. Bon, cette branche économie publique est la spécialité de cette fameuse école de Toulouse, et nous nommerons cette économie publique doctrine Lafon. Lafon, L-A-2-F-O-N-T. Le Lafon en question aurait dû, s'il avait été vivant, recevoir le prix Nobel à la place de Tyrol, qui ne l'a eu que parce que Lafon était mort. Bon, voilà le problème, si vous voulez. Alors, quelle est la caractéristique d'abord de l'économie néoclassique? Eh bien, j'ai essayé de vous le faire sentir, mais je vais le dire directement, c'est une théorie normative. C'est une théorie technologique. C'est une théorie normative du marché. Non pas une théorie descriptive, non pas une théorie positive, mais une théorie performative à ambition politique. L'objectif de la théorie néoclassique, c'est bel et bien, non pas de dire « Oh ben on va vous parler du marché, on va faire la science du marché ». Non, 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 pas du tout. C'est comment doit être le marché. Comment va-t-on construire le marché? Que doit-on faire pour qu'il y ait un marché parfait, avec de la concurrence, et ceci et cela, voilà. Donc l'objectif de la théorie néoclassique est un objectif technologique. Que doit être un marché? Comment doit fonctionner un marché? Comment, par exemple, ça va être le thème de toute la Toulouse School of Economics, comment peut-on garantir qu'il y ait de la bonne concurrence? Comment peut-on assurer la concurrence? Bien entendu, la concurrence, je ne vous en parlerai même pas, parce qu'elle va être définie techniquement, mathématiquement, théoriquement par l'intermédiaire de la théorie. Ou, pour résumer si vous voulez, quel est l'objet de la théorie néoclassique?
c'est comment fabriquer du marché ex nihilo. Donc l'objet de la théorie néoclassique, c'est comment fabrique-t-on l'économie, purement et simplement, puisque l'économie, on l'a vu, c'est essentiellement le marché. Donc c'est ingénierie politique, qu'on appelle néolibéralisme si vous voulez, mais bon, peu importe. Cette ingénierie politique, elle porte le nom de libéralisme constructiviste. Et je voudrais m'arrêter un petit instant sur cette espèce de jonglerie entre libéralisme d'un côté et constructivisme de l'autre. Il y a une sorte de contradiction entre les deux. Mais cette contradiction entre les deux qu'on avait déjà rencontrée quand on avait parlé de la loi naturelle imposée, de la loi naturelle formatée, de la loi naturelle fabriquée par l'État, bien entendu, ce libéralisme constructiviste, technocrate, le jouet des ingénieurs, etc., c'est ça le néolibéralisme. Quand on parle de néolibéralisme, il ne s'agit pas d'un libéralisme à l'ancienne qui se contenterait de subodorer ce qu'est la loi naturelle, d'en faire la théorie, etc. Il s'agit de quelque chose qui est volontairement, comment va-t-on construire cette loi, qu'on peut appeler naturelle si l'on veut, ça ne gâche rien si vous voulez, mais comment peut-on construire cette loi? Alors maintenant, quelle est la caractéristique de la branche économie publique, la Toulouse School of Economics, quelle est la caractéristique de cette branche publique, de ce libéralisme constructiviste? Eh bien d'abord, d'affirmer nous possédons le modèle complet du marché. Je vais le dire. Nous possédons le plan du marché. Alors, c'est peut-être la première fois où je joue sur ces deux mots, mais ça va se reproduire. Je vais beaucoup jouer sur ce doublet, plan et marché. Et on va voir que pour l'économie, il n'y a pas du tout d'opposition entre le plan et le marché. Le marché, c'est une forme de planification particulière. Bon, alors revenons là-dessus. Donc cette branche d'économie publique, la Toulouse School of Economics, nous dit la chose suivante. Nous possédons le plan, le modèle complet du marché. Et, disons-le, pour avoir le prix Nobel, ce modèle va être de plus en plus perfectionné, va être de plus en plus amélioré, ce qui fera que les élèves de la Toulouse School of Economics pourront avoir un certain nombre de prix Nobel. Dans le futur, il y aura des prix Nobel de la Toulouse School of Economics qui auront encore amélioré le modèle du marché, etc. Mais bon, ce modèle, pour l'instant, nous en connaissons parfaitement les lois, nous en connaissons parfaitement les règles, nous en connaissons parfaitement les caractéristiques mathématiques, puisqu'il s'agit d'une économie mathématique, et je vous l'ai dit, et je reprendrai ce mot, nous en connaissons le plan complet. Et sur cette base rationnelle, sur cette base scientiste plutôt que scientifique, mais enfin bon, sur cette base scientifique, bien entendu, il est possible de déployer une technologie à la manière des ingénieurs, comme si l'on connaissait les lois naturelles et qu'on s'appuie sur les lois naturelles pour, sur cette base, développer une ingénierie qu'on va appeler une économie pratique ou qu'on va appeler political engineering pour encore parler français ou quelque chose de ce goût-là, si vous voulez. Alors, maintenant, la si célèbre planification par le marché. Ce truc qu'on a l'habitude d'associer à l'Union soviétique, la défunte Union soviétique, ou qu'on a l'habitude d'associer à la Chine communiste. Bon, capitalo-communiste, on ne sait pas trop, enfin bref, planification par le marché. Il faut bien comprendre que cette idée est une idée centrale de la théorie néoclassique. La théorie néoclassique, si on voulait la résumer en une phrase, je dirais, elle tourne autour de l'idée de la planification par le marché. Et elle fait cela depuis Walras, c'est-à-dire depuis cet élève, bien entendu de Proudhon, depuis Pareto, l'élève de Walras, le fasciste italien spécialisé dans la planification, depuis l'école italienne de la planification, sur lequel je reviendrai dans un autre épisode, si vous voulez, mais quelque chose de très important, si vous voulez, cette planification par le marché, cette idée de planification par le marché, c'est le cadre de pensée dans lequel se place la totalité de la théorie néoclassique. C'est une théorie de la planification par le marché. Retenons quelques éléments qui permettent d'expliquer pourquoi les néoclassiques ont reçu le prix Nobel, un prix Nobel de la Banque de Suède, en Suède, si vous voulez. Eh bien, on peut dire la chose suivante, parce qu'en fait, cette politique néolibérale scientiste, dont j'ai essayé de vous tracer quelques traits, eh bien, par exemple, en France, c'est la politique du PS.
c'est quelque chose qui a la marque Parti socialiste, aussi bien en Suède qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'en France, etc. Vous voyez, la doctrine néoclassique, c'est la doctrine des différents PS, passés au libéralisme, bien entendu, puisque le néolibéralisme est un mélange de libéralisme, etc., et de socialisme, de manière un petit peu bizarre. Alors, maintenant, cette planification par le marché, elle possède une difficulté intrinsèque qu'on connaît au moins depuis Staline, une difficulté fondamentale, qui est comment faire que les gens, les agents économiques, obéissent aux ordres du planificateur. Comment faire qu'ils obéissent et comment faire qu'on puisse contrôler l'obéissance, comment faire qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas des menteurs, des truqueurs, etc. Je reviendrai là-dessus, c'est extrêmement important. Comment faire qu'il n'y ait pas des falsificateurs, voilà. Eh bien, je dirais, la difficulté de la planification, c'est celle du comportement des agents subalternes. C'est pourquoi, par exemple, dans les schémas à la Tyrol ou dans les schémas à la Lafon, le mot de contrôle des subalternes revient sans arrêt. Ça va s'appeler agent subalterne, principal subalterne, contrôleur subalterne, etc., etc. Le mot subalterne arrive partout. C'est une théorie du contrôle du comportement des subalternes telle que je viens de la définir. Alors, on sait par ailleurs que la théorie néoclassique est une espèce de gigantesque psychologie, mais une psychologie politique, une psychologie performative. Les néoclassiques ne s'intéressent pas à la manière dont les agents se comportent véritablement, ça les intéresse pas du tout. Mais ils s'intéressent à la manière dont les agents devraient se comporter pour que le plan marche bien. Donc, comment fabriquer de l'homme économique? Comment fabriquer de l'entrepreneur rationnel? Eh bien, voilà le thème de la théorie néoclassique. Et c'est ce thème, par exemple, comment fabriquer de l'auto-entrepreneur, pour résumer tout ça en un mot, qui a été primé par le prix Nobel. Alors, que doit être le comportement de ces agents pour qu'un marché, un néo-marché, un marché artificiel puisse fonctionner correctement? Eh bien, c'est là que vont arriver tous les termes qu'on va trouver dans la théorie néoclassique dont je vous parle. Incitation, stimulation, surveillance, contrôle, règles pour contrôler, régulateur des régulateurs. Comment contrôler les régulateurs? Parce qu'ils peuvent être pourris, les régulateurs, finalement, aussi. Donc, on doit contrôler les contrôleurs, on doit réguler les régulateurs, enfin, etc. Je vous ai parlé de Madoff, ce n'est pas pour rien. L'une des fonctions de Madoff qui a fait que beaucoup de gens croyaient en lui, c'est qu'il était régulateur financier auprès du gouvernement américain. Il faisait partie de l'agence de régulation de la finance américaine. Alors, tout le monde se disait, je reprends Madoff en disant, ah, mais ce type-là, s'il est dans une agence de régulation, c'est merveilleux, il doit savoir comment truquer les comptes, il doit savoir comment... Ah, donc c'est pourquoi je vais investir chez lui. Vous voyez le problème. Donc, bien entendu, pour nos individus, pour nos théoriciens de la théorie néoclassique, ce type de régulateur, Madoff, c'est le problème. Comment contrôler Madoff? Comment faire qu'il n'y ait pas de Madoff? Vous voyez, c'est ça la question. Donc, bien entendu, c'est un problème, un programme de recherche sur le comportement des individus et sur la manière dont on peut contrôler le comportement des individus. C'est un programme technocratique typique, je veux dire, d'un gouvernement autoritaire. Et ça n'est pas du tout pour rien que Pareto, l'un des grands néoclassiques, était fasciste. C'est un programme fasciste. Le programme néoclassique, même s'il s'appelle PS, socialiste ou tout ce que vous voulez, est d'abord un programme fasciste. Alors, ça peut être un programme fasciste de droite ou un programme fasciste de gauche, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit, puisque bien entendu leur problème c'est comment constituer une économie de marché, comment constituer une économie qui puisse en être autonome. Je reviens sur ce que j'avais pu dire antécédemment dans un épisode précédent sur comment fabriquer de l'autonomie. Et ben voilà, les néoclassiques vont y répondre. Pour fabriquer de l'autonomie, il faut fabriquer des agents disciplinés. Il faut fabriquer des agents qui vont répondre parfaitement aux normes qu'on va leur indiquer. Et cette fabrication exige un pouvoir autoritaire. Ce pouvoir autoritaire, qui est le pouvoir de la théorie, qui est le pouvoir du discours, je l'ai appelé l'élément dogmatique, l'élément doctrinaire du despotisme. Le despotisme économique a absolument besoin de ce discours. Alors, quand on parle de Jean Tirole, qui a eu le prix Nobel,
et que, par exemple, on lit dans certains journaux, ouais, c'est un imposteur, etc. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un imposteur, ou alors, il est plus qu'un imposteur. C'est autre chose. C'est un dogmaticien de la dictature. C'est quelqu'un qui essaye de penser les mécanismes automatiques d'une dictature qui fonctionnerait automatiquement. Voilà, c'est un dogmaticien du despotisme. Tyrol, et disons Lafon, qui est le véritable fondateur, qui est le maître de Tyrol, hein, bien entendu, puisqu'il est plus âgé et qu'il était mort quand Tyrol a eu le prix Nobel, bien entendu, Lafon sont les maîtres de cette nouvelle économie publique, totalement politique, totalement normative. Et bien entendu, l'imposture, elle se trouve non pas dans les collusions qu'il peut y avoir, hein, les collusions de la TSE avec les banques, etc., ça on les connaît, bien entendu, il y a des collusions. Mais la véritable imposture ne se situe pas dans la collusion, la véritable imposture se trouve dans la théorie elle-même, c'est-à-dire dans ce que fait la théorie. La théorie n'a rien à voir avec ce que quelqu'un imaginerait être une science au sens habituel. C'est pas une science habituelle, c'est quelque chose qui vous indique comment on doit faire, comment on doit se comporter. Alors revenons. Quel est le problème central de la planification par le marché? C'est celui du contrôle des actions. Comment être sûr que les agents subalternes, quels qu'ils soient, obéissent et agissent avec dévouement, zèle, efficacité, qu'il n'y ait pas de triche, de fraude, de mensonge, de truffe. J'emploie le mot truffe, vous savez, c'est le mot qui était utilisé dans la planification soviétique. Dans la planification soviétique, il y avait des circulations d'informations entre les entreprises et le centre du plan, et on savait que les entreprises truffaient leurs comptes, les remplissaient de trucs faux. On appelait ça la truffe. Eh bien, comment combattre la truffe? Comment combattre les gens qui envoient de fausses informations? Qui, par exemple, lors d'un sondage, vont dire « Ouais, ouais, je suis content, tout est magnifique, etc. » Et puis, dès que le mec est parti, paf, lui fait un coup sur la tête en disant « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est des conneries, etc. » Comment combattre ce genre de truc? Comment combattre la fausse information, hein? L'économie publique de Toulouse, c'est aussi une économie de l'information. Comment circuler l'information? Comment contrôler l'information, etc. Bien entendu. Comment rendre tout cela complètement calculable? Comment rendre ça modélisable? Comment rendre le marché réductible à des algorithmes, c'est-à-dire comment faire que l'économie devienne de la cybernétique. Nous rencontrerons dans l'épisode suivant le problème de la cybernétique, mais nous avons là le niveau. La théorie néoclassique a réduit l'économie à l'état d'un système cybernétique. Et d'un système cybernétique, bien entendu, contrôlable, contrôlé, surveillable, surveillé, etc. Alors, comment être sûr que les agents subalternes obéissent et agissent avec dévouement? Je vous l'ai dit. Comment être sûr de cela? La réponse est très simple. Les physiocrates connaissaient déjà la réponse. Il nous faut un régime politique autoritaire et despotique. Il n'y a pas d'économie possible sans ce régime despotique et autoritaire. Donc les travaux de Lafon et Tyrol concernent principalement ce qu'autrefois on aurait appelé les stimulants matériels. Hein, dans la planification soviétique, le problème des stimulants matériels s'est posé comme un problème fondamental pour le fonctionnement même de la planification. Et j'ai amené, pour vous montrer, enfin, si j'ose dire à distance, des éléments de l'évangile économique. Hein, donc, deux livres de Lafon et Tyrol qui concernent justement la théorie des incitations, A Theory of Incentives. Hein, un bouquin absolument énorme, dont le poids, comme ça, à vue de nez, est 2,5 kg, 3 kg, quelque chose dans ce goût-là, donc dans lequel nous avons tous les modèles, etc., de ce qu'on pourrait appeler, et que je vais appeler dans le prochain épisode, la cybernétique économique. La cybernétique économique se trouve formalisée là-dedans, et bien entendu, dans le deuxième ouvrage, la théorie des incitations, carrément, nous avons en sous-titre le modèle du contrôle des subalternes par les principaux. Hein, je traduis mot à mot de l'américain, mais il se comprend aussi bien en français. Et donc voilà, si vous voulez. Nous avons donc là, dans ces deux ouvrages, que je ne vous recommande pas de lire, hein, du reste, sauf si vous avez des insomnies, tout le programme du despotisme économique. Et je dirais même, je finirai là-dessus,
tout le programme du PS néolibéral.